Eh bien, merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. Quel endroit magnifique. Quel endroit magnifique. Mais plus important encore, quelle personne formidable. Je tiens à remercier Son Altesse Royale, le prince héritier, pour cette introduction incroyable. C'est un homme incroyable. Je le connais depuis longtemps maintenant. Il n'y a personne comme lui. Merci beaucoup. Je l'apprécie énormément, mon ami. Et c'est un immense honneur de revenir dans ce magnifique royaume et d'être accueilli avec une générosité et une chaleur aussi extraordinaires. Je n'ai jamais oublié l'hospitalité exceptionnelle dont nous a fait preuve le roi Salman, qui est, eh bien, nous parlons d'un grand homme. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Une grande famille. Maintenant, cette visite a eu lieu il y a exactement 8 ans. La grâce de la famille royale et du peuple saoudien est vraiment inégalée, où que vous alliez. Permettez-moi également de remercier les innombrables ministres, responsables gouvernementaux, chefs d'entreprise et invités distingués pour cet accueil chaleureux. Très chaleureux et, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je cite tous vos noms, mais nous avons beaucoup de problèmes. Ça prendrait beaucoup de temps. Nous ne voulons pas ça. Alors, ne soyez pas contrariés. Avec cette visite d'État historique, nous célébrons plus de 80 ans de partenariat étroit entre les États-Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite. Depuis que le président Franklin Roosevelt a rencontré le père du roi Salman, le roi Abdulaziz, à bord de l'USS Quincy en 1945. La relation américano-saoudienne a été un pilier de sécurité et de prospérité. Aujourd'hui, nous réaffirmons ce lien important et nous prenons les prochaines étapes pour rendre notre relation plus étroite, plus forte et plus puissante que jamais. Elle est plus puissante que jamais. Et d'ailleurs, elle le restera. Nous n'allons pas faire des allers-retours comme d'autres. Elle le restera. Je suis venu cet après-midi pour parler de l'avenir radieux du Moyen-Orient. Mais d'abord, permettez-moi de commencer par partager l'abondance de bonnes nouvelles d'un endroit appelé l'Amérique. En moins de 4 mois, notre nouvelle administration a accompli plus que la plupart des autres administrations en 4 ans, voire 8 ans. Nous avons en fait, pour la plupart, plus. Le jour où j'ai pris mes fonctions, nous avons hérité, merci. Le jour où j'ai pris mes fonctions, nous avons hérité d'une invasion colossale à notre frontière sud. Une invasion comme vous ne voudriez jamais en voir ici. Personne ne devrait jamais vouloir la voir. Mais en quelques semaines, nous avons réduit les passages illégaux à la frontière à un niveau historiquement bas, en baisse de 99,999%. C'est bien, même pour ce grand gentleman qui se tient juste devant moi. C'est un bon chiffre. Nous avions des centaines de milliers de personnes. Ils arrivaient en même temps l'année dernière. Et le mois dernier, nous avons eu, à cette frontière massive, 3 personnes qui sont entrées. C'est une sacrée différence. Et nous n'avons pas d'autre choix que de renvoyer beaucoup de gens qui sont entrés, car ce n'étaient pas les meilleures personnes. Dans de nombreux cas, c'étaient des gens très mauvais. Nous les renvoyons. Nous les renvoyons très rapidement. Nous les ramenons d'où ils viennent. Nous n'avons pas le choix. Après des années de pénurie de recrutement militaire, les enrôlements dans les forces armées américaines sont maintenant les plus élevés depuis 30 ans, car il y a un esprit incroyable aux États-Unis d'Amérique. Nous avons à nouveau un esprit formidable. Il y a à peine 1 an, c'était une grande histoire à la une de tous les journaux dans le monde entier que personne ne voulait s'enrôler dans notre armée, ce qui signifie que nous étions bien en dessous des effectifs. Et la semaine dernière, il a été annoncé que nous avions les enrôlements les plus forts. Ils disent 30 ans, mais c'est peut-être même jamais. Ils ne remontent pas aussi loin, c'est le meilleur. Et cela inclut les policiers, les pompiers et tout le reste. Il y a un grand esprit aux États-Unis en ce moment. Un tout nouveau sondage de Rasmussen vient de montrer que le nombre d'Américains qui croient que la nation est sur la bonne voie, ils ont une voix bonne, une voix mauvaise, et maintenant le plus élevé depuis plus de 20 ans. Et ça n'a jamais été comme ça, car pendant de nombreuses années, c'était la mauvaise voie. Et je peux vous dire que pour les 4 dernières années, c'était définitivement la mauvaise voie, mais c'est le plus haut que ça ait été depuis de nombreuses années. Nous avons renommé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. C'était très populaire, sauf peut-être avec le Mexique. Et surtout pour les gens dans cette salle, les jours de misère économique sous la dernière administration cèdent rapidement la place à la plus grande économie de l'histoire du monde. Nous sommes en feu. Les États-Unis sont le pays le plus en vogue, à l'exception de votre pays, je dois le dire. D'accord, je ne vais pas m'y attaquer. Non, Mohamed, je ne vais pas m'y attaquer. Ce serait terrible si je faisais cette déclaration complète, mais je ne le ferai pas. Vous êtes plus en vogue. Du moins, tant que je suis ici, vous êtes plus en vogue. Mais les prix des courses, de l'essence, de l'énergie et de tous les autres produits sont en baisse, sans inflation. Nous n'avons pas d'inflation et en quelques semaines, nous avons créé 464 000 nouveaux emplois.
Pensez-y, c'est presque un demi-million d'emplois créés en quelques semaines seulement. Nous venons de conclure un accord commercial historique avec le Royaume-Uni et ce week-end, nous avons atteint un accord décisif avec la Chine. 2 accords exceptionnels, la Chine a accepté, nous devons finaliser les détails. Scott, tu vas travailler très dur là-dessus, mais la Chine a accepté d'ouvrir ses portes aux États-Unis pour le commerce et tout le reste. Mais ils doivent le faire, donc nous verrons ce qui se passe. Mais nous avons eu une très bonne réunion avec ces 2 pays, nous supprimons 10 anciennes réglementations pour chaque nouvelle réglementation, nous nous débarrassons de toute la bureaucratie qui, franchement, dans de nombreux pays, à mesure qu'ils vieillissent, se développe beaucoup et nous nous en débarrassons. Nous nous en débarrassons à des niveaux records et je suis heureux d'annoncer que le Congrès des États-Unis est sur le point d'adopter la plus grande réduction d'impôts et de réglementation de l'histoire américaine. Nous pensons être en bonne position pour l'obtenir. Et si nous l'obtenons, ce sera comme une fusée pour notre pays. Au premier trimestre de l'année, les investissements en Amérique ont augmenté de 22% de manière stupéfiante. Plus de 10 trillions de dollars de nouveaux investissements ont été annoncés ou sont en cours depuis l'élection du 5 novembre. Donc, pensez-y. En très peu de temps, nous avons plus de 10 trillions de dollars et ça pourrait être beaucoup plus. Tout le monde ne vient pas à la Maison-Blanche pour tenir une conférence de presse annonçant qu'ils vont s'installer en Amérique, mais ils arrivent tous avec des chiffres que nous n'avons jamais vus auparavant. Si vous regardez les autres présidences, ils n'atteignaient pas 1 trillion parfois en plusieurs années. Nous l'avons fait en 2 mois essentiellement, car il faut dire que nous sommes entrés en fonction et ils m'ont donné environ 1 mois pour nettoyer et réparer le bureau ovale. Et après ça, nous avons commencé à travailler et l'argent afflue, les emplois affluent, les entreprises affluent dans notre pays comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Il n'y a jamais rien eu de tel. Et nous avons laissé d'autres nous taxer, ce qui nous a fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'emplois. Et maintenant, nous les taxons. Et c'est à un niveau que personne n'a vu. C'est un niveau qui fait de nous un pays très différent et un parti républicain très différent. Nous avons remporté une victoire éclatante en novembre. Nous avons gagné les 7 États pivot. Le vote populaire par des millions et des millions de voix. Le collège électoral, nous l'avons emporté par 312 contre 226. Rappelez-vous, il disait, eh bien, nous pourrions atteindre 270. Vous savez, nous avons atteint 312. C'est une grande différence. Et très important, nous avons gagné des comtés à travers les États-Unis. 2660 contre 451. C'est pourquoi, quand vous regardez une carte, tout est rouge. Tout le pays est rouge. Rouge signifie républicain. Dès le début, nous avons vu la richesse affluer et continuer d'affluer en Amérique. Apple investit 500 milliards de dollars. Nvidia investit et je vois mon ami Jensen ici. C'est très bien. Où que vous soyez, je vous remercie beaucoup, car il investit 500 milliards de dollars. TSMC investit. Où est Jensen d'ailleurs? Où est-il? Il est là. Où est-il? Je viens de le voir. Merci beaucoup, Jensen. Je veux dire, Tim Cook n'est pas là, mais vous l'êtes. Quel travail vous avez fait? Ils disent qu'il détient 99% du marché des puces. Je ne sais pas, c'est gros, ce n'est pas facile à battre, mais quel travail vous avez fait. Merci. Nous sommes fiers de vous avoir dans notre pays, vous le savez. Merci pour l'investissement. TSMC investit 200 milliards et avec ce voyage, nous ajoutons plus d'1 trillion de dollars supplémentaires en termes d'investissement et d'achat de nos produits. Et vous savez, personne ne fabrique d'équipements militaires comme nous. Nous avons le meilleur équipement militaire, les meilleurs missiles, les meilleures fusées, le meilleur de tout. Les meilleurs sous-marins, d'ailleurs, l'arme la plus létale au monde, en plus des achats de 142 milliards de dollars d'équipements militaires fabriqués aux États-Unis par nos grands partenaires saoudiens, le plus gros jamais réalisé. Cette semaine, il y a des accords commerciaux de plusieurs milliards de dollars avec Amazon, Oracle, AMD, ils sont tous ici. Uber, Qualcomm, Johnson & Johnson et bien d'autres encore. Donc, je veux féliciter tout le monde, tant de grands dirigeants d'entreprises, beaucoup d'entre vous, je les connais. Et ils arrivent, vous savez, il y a environ 1 mois, ils n'étaient pas si heureux de me voir. Et maintenant, ils disent, « Monsieur, vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. » C'est incroyable ce qu'un marché en hausse peut faire. Oh, ça va monter encore plus. En fait, j'ai dit aux gens il y a 5 semaines, c'est le moment d'acheter. J'ai été critiqué pour ça. Maintenant, ils ne me critiquent plus. Les gens auraient dû écouter. Mais ça va monter encore plus. Vous voyez, nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça arriver. C'est une explosion d'investissements et d'emplois et de grandes entreprises arrivent. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il n'y a pas de meilleur endroit pour bâtir un avenir ou faire fortune, franchement, que ce que
que nous avons aux États-Unis d'Amérique sous un certain président, Donald J. Trump. J'ai la bonne attitude. J'ai la même attitude que les gens au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang. À mesure qu'on s'éloigne, peut-être qu'ils commencent à faiblir un peu dans leur vision, mais ils comprennent et nous faisons ce que beaucoup de gens intelligents feraient et nous ne sommes pas nécessairement politiquement corrects. Vous avez vu ce que nous avons fait hier avec les soins de santé. Nous avons réduit les soins de santé de 50 à 90%. Vous allez voir les médicaments et les produits pharmaceutiques baisser à des niveaux que personne n'a jamais vus. Et les médicaments, les produits pharmaceutiques, nous pensons qu'ils vont baisser et ce sera une redistribution des coûts avec d'autres nations qui ont vraiment profité d'un groupe de personnes très gentilles qui dirigeaient notre pays. Mais ce n'est pas seulement un moment d'excitation incroyable aux États-Unis, c'est aussi une période exaltante ici même dans la péninsule arabique. Magnifique endroit d'ailleurs, magnifique endroit, exactement. Merci. Exactement, il y a 8 ans ce mois-ci, je me tenais dans cette même salle et j'ai envisagé un avenir dans lequel les nations de cette région chasseraient les forces du terrorisme et de l'extrémisme, les chasseraient carrément de l'existence et prendraient votre place parmi les nations les plus fières, les plus prospères, les plus réussies partout dans le monde en tant que leader d'un Moyen-Orient moderne et en pleine ascension. Tellement excitant, tellement excitant. Mohamed, dors-tu la nuit? Comment dors-tu, hein? Juste en pensant quel travail. Il se retourne et se tortille comme certains d'entre nous. Se retourne et se tortille toute la nuit. Comment puis-je rendre ça encore meilleur? Toute la nuit. Ce sont ceux qui ne se retournent pas et ne se tortillent pas. Ce sont ceux qui ne vous mèneront jamais à la terre promise, n'est-ce pas? Mais tu as fait un travail remarquable. Vrai. Mais les critiques doutaient que ce soit possible, ce que tu as fait. Mais au cours des 8 dernières années, l'Arabie Saoudite a prouvé que les critiques avaient totalement tort. La transformation qui a eu lieu, même selon ces incroyables chefs d'entreprise. Je veux dire, vous aviez les plus grands leaders en affaires du monde entier debout, juste devant nous. Mais la transformation qui a eu lieu sous le leadership du roi Salman et du prince héritier Mohamed a été vraiment extraordinaire. Une telle chose, je ne pense pas, n'est jamais arrivée auparavant. Je n'ai jamais vu quelque chose à cette échelle arriver auparavant. Et je suppose que, vous savez, peut-être que vous pourriez dire que les États-Unis se portent plutôt bien aussi, vous savez, mais je ne pense pas que beaucoup de gens aient vu ça arriver auparavant. Des gratte-ciel majestueux. Les tours que je vois, la différence entre maintenant et il y a 8 ans, c'était très impressionnant, mais les tours que je vois s'élever, certaines des expositions que Mohamed m'a montrées, ce que j'ai vu là-bas, c'est juste un processus incroyable, un génie incroyable, mais tant de gens, l'architecture. Mais j'ai le sentiment, je sais d'où viennent beaucoup de ces idées, il se trouve qu'il est assis juste dans cette salle devant moi, mais les tours et tout ce que j'ai vu, beaucoup de tours différentes, je ne pensais pas qu'il y avait une version de tour que je n'avais pas vue sous une forme ou une autre. Je viens de passer devant 4 expositions, je n'ai jamais rien vu de tel, donc ça va être très excitant, et elles se dressent parmi les merveilles anciennes d'une ville en pleine croissance et excitante. C'est vraiment incroyable. Riyad devient non seulement un siège du gouvernement, mais une capitale majeure des affaires, de la culture et de la haute technologie pour le monde entier. La Coupe du Monde est ici. Johnny, lève-toi. Johnny, merci Johnny. Excellent travail Johnny, excellent travail. Mais la Coupe du Monde et l'exposition universelle arriveront bientôt ici. C'est comme si la Coupe du Monde arrivait aux États-Unis. Ce sera vraiment excitant l'année prochaine. Les moteurs de la Formule 1 rugissent maintenant dans les rues de Jeddah, un jalon historique. D'autres industries ont récemment dépassé le pétrole. Pensez-y. Toutes vos autres industries ont maintenant dépassé le pétrole. Je ne sais pas si beaucoup de gens comprendront ce que cela signifie. C'est tellement important de constituer la majorité de l'économie saoudienne pour la toute première fois. Donc, pensez-y. D'autres industries sont maintenant plus grandes que le pétrole, qui restera toujours un monstre important. C'est un gros, mais c'est un grand hommage à vous et au développement économique bien utilisé. Dans d'autres villes de la péninsule, des endroits comme Dubaï et Abu Dhabi, Doha, Mascate, les transformations ont été incroyablement remarquables. Sous nos yeux, une nouvelle génération de leaders transcende les conflits anciens et les divisions fatiguées du passé et forge un avenir où le Moyen-Orient est
est définie par le commerce, pas par le chaos, où il exporte de la technologie, pas du terrorisme, et où des gens de différentes nations, religions et croyances construisent des villes ensemble sans se bombarder mutuellement jusqu'à l'extinction. Nous ne voulons pas ça. Applaudissements. Et il est crucial pour le monde entier de noter que cette grande transformation n'est pas venue d'interventionnistes occidentaux ou de personnes arrivant dans de beaux avions pour vous donner des leçons sur comment vivre et comment gouverner vos propres affaires. Les merveilles éclatantes de Riyad et d'Abu Dhabi n'ont pas été créées par les soi-disant constructeurs de nations, les néoconservateurs ou les organisations libérales à but non lucratif comme celles qui ont dépensé des trillions et des trillions de dollars en échouant à développer Kaboul, Bagdad, tant d'autres villes. Au contraire, la naissance d'un Moyen-Orient moderne a été portée par les gens de la région eux-mêmes. Les gens qui sont ici, les gens qui ont vécu ici toute leur vie, développant vos propres pays souverains, poursuivant vos propres visions uniques et traçant vos propres destinées à votre manière. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait. En fin de compte, les soi-disant constructeurs de nations ont détruit bien plus de nations qu'ils n'en ont construites, et les interventionnistes intervenaient dans des sociétés complexes qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Ils vous disaient comment faire, mais ils n'avaient aucune idée de comment le faire eux-mêmes. La paix, la prospérité et le progrès sont finalement venus non pas d'un rejet radical de votre héritage, mais plutôt en embrassant vos traditions nationales et cet héritage que vous aimez tant. Et c'est quelque chose que vous seuls pouviez faire. Vous avez accompli un miracle moderne à la manière arabe. C'est une bonne manière. Aujourd'hui, les nations du Golfe ont montré à toute cette région un chemin vers des sociétés sûres et ordonnée, avec une qualité de vie qui s'améliore, une croissance économique florissante, des libertés personnelles en expansion et des responsabilités croissantes sur la scène mondiale. Après tant de décennies de conflits, il est enfin à notre portée d'atteindre l'avenir dont les générations précédentes ne pouvaient que rêver. Une terre de paix, de sécurité, d'harmonie, d'opportunité, d'innovation et de réussite ici même au Moyen-Orient. Tellement beau. C'est une chose tellement belle qui se passe. Je suppose que les gens qui sont ici ne peuvent même pas vraiment l'apprécier car vous le voyez se produire et c'est quand vous venez dans un endroit que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, 10 ans ou 20 ans que c'est encore plus incroyable. Quand j'ai quitté mes fonctions il y a un peu plus de 4 ans, cet avenir semblait presque impossible, ce que vous avez fait. Ensemble, nous avions anéanti les tueurs de l'ISIS. Nous les avons éliminés, terminé leur fondateur et leader, al-Baghdadi. Nous avions guéri la fracture au sein du Conseil de coopération du Golfe. C'est une très grosse affaire. Et uni les nations de la région pour se dresser contre les ennemis de toute civilisation. Nous avions imposé des sanctions sans précédent sur l'Iran et privé le régime des ressources pour financer le terrorisme. Il n'était plus capable de financer quoi que ce soit car il n'avait plus d'argent. Il n'avait pas d'argent. Mais la nouvelle administration est arrivée et leur a donné beaucoup d'argent. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas de l'argent bien dépensé. Et avec les accords historiques d'Abraham dont nous sommes si fiers, tout l'élan était dirigé vers la paix. Et ça a été très réussi. C'est une chose incroyable, les accords d'Abraham. Et c'est mon fervent espoir, mon souhait et même mon rêve que l'Arabie Saoudite, un endroit pour lequel j'ai tant de respect, surtout au cours de la période relativement courte récente, ce que vous avez réussi à faire, rejoigne bientôt les accords d'Abraham. Je pense que ce sera un hommage formidable à votre pays et ce sera quelque chose de vraiment très important pour l'avenir du Moyen-Orient. J'ai pris un risque en les faisant et ils ont été une véritable aubaine pour les pays qui les ont rejoints. L'administration Biden n'a rien fait pendant 4 ans, nous aurions tout finalisé. Mais ce sera un jour spécial au Moyen-Orient avec le monde entier qui regardera quand l'Arabie Saoudite nous rejoindra. Et vous me ferez un grand honneur, et vous ferez un grand honneur à tous ceux qui ont lutté si fort pour le Moyen-Orient. Et je pense vraiment que ce sera quelque chose de spécial. Mais vous le ferez à votre rythme. Et c'est ce que je veux, et c'est ce que vous voulez, et c'est comme ça que ça va se passer. Quand j'ai quitté mes fonctions, la seule chose qui se dressait encore entre cette région et son potentiel incroyable était un petit groupe d'acteurs voyous et de voyous violents cherchant constamment à ramener le Moyen-Orient en arrière, dans le chaos, le désordre et même la guerre.
Malheureusement, au lieu de confronter ces forces destructrices, la dernière administration américaine a choisi de les enrichir et de leur donner du pouvoir et de leur donner des milliards et des milliards de dollars. L'administration Biden, la pire administration de l'histoire de notre pays d'ailleurs, a rejeté nos partenaires du Golfe les plus fiables et de longue date, et je peux dire partenaires dans le monde entier. L'un de nos grands partenaires, peu importe qui nous regardons. Et nous avons de grands partenaires dans le monde, mais nous n'en avons aucun de plus fort et personne comme le gentleman qui est juste devant moi. C'est votre plus grand représentant, le plus grand représentant. Et si je ne l'aimais pas, je sortirais d'ici si vite. Tu le sais, n'est-ce pas? Il me connaît bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. C'est pourquoi nous donnons tant, tu sais. Trop. Je t'aime trop. Super gars. Ils ont levé les sanctions sur l'Iran en échange de rien et ont envoyé au régime des dizaines de milliards de dollars pour financer le terrorisme et la mort partout dans le monde. Et ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de notre leader. Et ils se moquent encore de notre leader. Ils le prenaient pour un fou et ils n'ont causé que des problèmes depuis, y compris le financement du 7 octobre, l'un des pires jours de l'histoire du Moyen-Orient. Horrible jour. Biden a retiré les Houthis de la liste des organisations terroristes étrangères, même alors que des missiles et des drones étaient lancés ici même, dans votre belle ville de Riyad, et lancés sur des navires s'ils se trouvaient au mauvais endroit. La faiblesse extrême et l'incompétence grossière de l'administration Biden ont fait dérailler les progrès vers la paix, déstabiliser la région et mis en péril tout ce que nous avions travaillé si dur à construire ensemble. Et quand vous pensez aux grandes réalisations que vous avez accomplies, le faire face à une administration plutôt hostile, une administration qui n'y croyait pas, cela rend vos réalisations encore plus grandes. Cela les rend encore plus grandes, vous le savez. Mais en quelques mois, depuis mon entrée en fonction, nous avons réalisé le retour rapide de la force américaine à la maison et à l'étranger. Maintenant, en travaillant avec la vaste majorité des gens de cette région qui recherchent la stabilité et le calme, notre tâche est de nous unir contre les quelques agents du chaos et du terrorisme qui restent et qui tiennent en otage les rêves de millions et de millions de grandes personnes. La plus grande et la plus destructrice de ces forces est le régime en Iran, qui a causé des souffrances inimaginables en Syrie, au Liban, à Gaza, en Irak, au Yémen et au-delà. Il ne pourrait y avoir de contraste plus marqué avec le chemin que vous avez poursuivi dans la péninsule arabique que le désastre qui se déroule juste de l'autre côté, dans le golfe de l'Iran. Pensez-y, ils voulaient l'appeler comme ça. J'ai dit, ils ne vont pas les laisser faire ça. Ça vous dérange si j'arrête ça? Je l'ai arrêté. Nous n'allons pas laisser ça arriver. Alors que vous construisiez les plus hauts gratte-ciel du monde à Jeddah et à Dubaï, les monuments de Téhéran de 1979 s'effondrent en ruines et en poussière. Ils avaient quelque chose en cours pendant un moment sous un système bien différent, mais ces bâtiments tombent largement en morceaux, s'effondrent, alors que vous construisez certains des plus grands et incroyables projets d'infrastructure au monde, des bâtiments, toutes sortes de choses que vous construisez que personne n'a jamais vues auparavant. Les décennies de négligence et de mauvaise gestion de l'Iran ont laissé le pays en proie à des pannes d'électricité continues pendant des heures par jour, tout le temps, on en entend parler. Alors que vos compétences ont transformé des déserts secs en terres agricoles fertiles, les dirigeants de l'Iran ont réussi à transformer des terres agricoles vertes en déserts secs avec leur mafia de l'eau corrompue. On l'appelle la mafia de l'eau qui provoque des sécheresses et des lits de rivières vides. Ils s'enrichissent, mais ils ne laissent rien aux gens. Et puis, bien sûr, il y a la différence clé à la racine de tout cela. Alors que les États arabes se sont concentrés sur devenir des piliers de la stabilité régionale et du commerce mondial, les dirigeants de l'Iran se sont concentrés sur voler la richesse de leur peuple pour financer le terrorisme et le carnage à l'étranger. Le plus tragique de tout, ils ont entraîné une région entière avec eux. D'innombrables vies ont été perdues dans l'effort iranien pour maintenir un régime en ruine en Syrie. Regardez ce qui s'est passé avec la Syrie. Au Liban, leurs mandataires du Hezbollah ont pillé les espoirs d'une nation dont la capitale, Beyrouth, était autrefois appelée le Paris du Moyen-Orient. Pouvez-vous imaginer? Toute cette misère et bien plus encore était entièrement évitable. Absolument évitable. Et Mohamed le savait. Il le savait. Les gens intelligents le savaient. Si seulement le régime iranien s'était concentré sur la construction de leur nation plutôt que sur la destruction de la région. Pourtant, je suis ici aujourd'hui non pas seulement pour condamner le chaos passé des dirigeants de l'Iran, mais pour leur offrir un nouveau chemin et un chemin bien meilleur vers un avenir beaucoup plus prometteur et plein d'espoir.
Comme je l'ai montré à maintes reprises, je suis prêt à mettre fin aux conflits passés et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable, même si nos différences peuvent être très profondes, ce qui est évidemment le cas. Dans le cas de l'Iran, je n'ai jamais cru en des ennemis permanents. Je suis différent de ce que beaucoup de gens pensent. Je n'aime pas les ennemis permanents, mais parfois, vous avez besoin d'ennemis pour faire le travail, et il faut le faire correctement. Les ennemis vous motivent. En fait, certains des amis les plus proches des États-Unis d'Amérique sont des nations contre lesquelles nous avons combattu dans des guerres par le passé. Et maintenant, ce sont nos amis et nos alliés. Je veux conclure un accord avec l'Iran. Si je peux conclure un accord avec l'Iran, je serai très heureux si nous rendons votre région et le monde plus sûrs. Mais si les dirigeants de l'Iran rejettent cette branche d'olivier et continuent d'attaquer leurs voisins, alors nous n'aurons d'autre choix que d'exercer une pression maximale massive, de réduire les exportations de pétrole iranien à zéro comme je l'ai fait auparavant. Vous savez qu'ils étaient pratiquement un pays en faillite à cause de ce que j'ai fait. Ils n'avaient pas d'argent pour le terrorisme, ils n'avaient pas d'argent pour le Hamas ou le Hezbollah, et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le régime d'avoir jamais une arme nucléaire. L'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire, mais cela dit, l'Iran peut avoir un avenir bien plus brillant, mais nous ne permettrons jamais à l'Amérique et à ses alliés d'être menacés par le terrorisme ou une attaque nucléaire. Le choix leur appartient. Nous voulons vraiment qu'il soit un pays prospère. Nous voulons qu'il soit un pays merveilleux, sûr, formidable, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Cette offre ne durera pas éternellement. Le moment est maintenant pour eux de choisir maintenant. Nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre. Les choses se passent à un rythme très rapide. Elles se passent ici même. Elles se passent à un rythme très rapide. Donc, ils doivent faire leur choix maintenant. D'une manière ou d'une autre, faites votre choix. Comme je l'ai dit dans mon discours d'investiture, mon plus grand espoir est d'être un artisan de la paix et un unificateur. Je n'aime pas la guerre. Nous avons la meilleure armée d'ailleurs de l'histoire du monde. Vous savez, j'ai reconstruit notre armée pendant mes 4 premières années et en effet l'armée la plus puissante qui soit. Et vous l'avez vu quand j'ai éliminé l'ISIS en 3 semaines. Les gens disaient que ça prendrait 4 ans, 5 ans. Je l'ai fait. Nous l'avons fait en 3 semaines. Il y a quelques jours, mon administration a négocié avec succès un cessez-le-feu historique pour arrêter l'escalade de la violence entre l'Inde et le Pakistan. Et j'ai largement utilisé le commerce pour le faire. J'ai dit, messieurs, allez, faisons un accord, faisons du commerce. Ne faisons pas commerce de missiles nucléaires. Faisons commerce des choses que vous fabriquez si magnifiquement. Et ils ont tous deux des leaders très puissants, très forts, de bons leaders, des leaders intelligents, et tout s'est arrêté. J'espère que ça restera ainsi, mais tout s'est arrêté. J'étais très fier de Marco Rubio et de tous ceux qui ont travaillé si dur. Marco, lève-toi. Quel excellent travail tu as fait là-dessus. Merci JD. Vance, Marco, tout le groupe a travaillé avec vous, mais c'était un travail formidable. Et je pense qu'ils s'entendent même. Peut-être que nous pourrions même les réunir un peu, Marco, pour qu'ils aillent dîner ensemble. Ce ne serait pas sympa, mais nous avons parcouru un long chemin. Et ça pourrait être, vous savez, des millions de personnes auraient pu mourir de ce conflit qui a commencé petit et devenait de plus en plus grand chaque jour. J'ai aussi travaillé sans relâche pour mettre fin au terrible bain de sang entre la Russie et l'Ukraine. Et très important, des pourparlers se tiendront en Turquie plus tard cette semaine, probablement jeudi, et ils pourraient produire de très bons résultats. Nos gens vont y aller. Marco va y aller. D'autres vont y aller, et nous verrons si nous pouvons y arriver. 5000 personnes, pour la plupart des jeunes, des soldats d'Ukraine, des soldats de Russie. Ils ne viennent pas d'ici et ils ne viennent pas des États-Unis, mais ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Je pense que généralement ce sont surtout des jeunes, de belles âmes qui ont quitté leurs parents en leur disant au revoir, qui ont quitté leurs frères et sœurs, au revoir, je te reverrai bientôt. Et ils ont été déchiquetés, 5000 en moyenne par semaine meurent, et des gens meurent ailleurs dans la région, mais des nombres énormes comme nous n'en avons pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale meurent, et je veux arrêter ça, je veux arrêter ça. C'est une guerre horrible, ça n'aurait jamais eu lieu si j'étais président. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu. Le 7 octobre n'aurait jamais eu lieu si j'étais président, car l'Iran n'avait pas d'argent pour payer le Hamas ou qui que ce soit d'autre. Ils n'avaient pas d'argent, ils ne cherchaient pas à s'occuper d'eux, ils devaient s'occuper d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas d'argent. Nous avons stoppé leur pétrole efficacement avec les embargos et les sanctions. Mais permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier le Royaume d'Arabie Saoudite pour le rôle constructif que vous avez joué en facilitant les pourparlers sur l'Ukraine. Et vraiment, vous avez été incroyables. Vous avez tout mis à disposition pour nous. Merci beaucoup.
Merci. Et si nous réglons ça, nous rendrons un hommage spécial à ce que vous avez fait. Vous avez vraiment posé une excellente base. Merci beaucoup. J'apprécie. L'Occident ne devrait pas se traîner en arrière dans une autre guerre sans fin en Europe. Encore une autre guerre sans fin. Nous devrions arrêter les tueries et travailler ensemble pour affronter les plus grandes menaces à long terme en tant qu'équipe imbattable. Pensez à nous comme une équipe imbattable. Je veux dire, quand vous regardez ce que vous avez fait ici, c'est beaucoup plus difficile que d'arrêter la stupidité. Pensez-y. C'est de la stupidité. Ce que vous avez fait est beaucoup plus difficile. Et vous l'avez fait mieux que quiconque. En tant que président des États-Unis, ma préférence sera toujours pour la paix et le partenariat chaque fois que ces résultats peuvent être atteints. Toujours. Ce sera toujours ainsi. Seuls les fous penseraient autrement. Ces dernières années, trop de présidents américains ont été affligés par l'idée qu'il est de notre devoir de regarder dans l'âme des dirigeants étrangers et d'utiliser la politique américaine pour rendre justice à leurs péchés. Ils aimaient utiliser notre armée très puissante, et maintenant elle est vraiment la plus puissante qu'elle n'ait jamais été. Nous venons d'obtenir un budget approuvé, 1 trillion de dollars, le budget le plus élevé que nous ayons jamais eu dans l'histoire pour l'armée, 1 trillion de dollars. Et nous obtenons les meilleurs missiles, les meilleures armes. Et vous savez, je déteste le faire, mais il faut le faire, car nous croyons en la paix par la force. Il faut avoir la force, sinon de mauvaises choses pourraient arriver, mais j'espère que nous n'aurons jamais à utiliser ces armes. Ça semble être un sacré gâchis d'argent si vous ne les utilisez jamais, mais j'espère que nous n'aurons jamais à les utiliser car la puissance destructrice de certaines de ces armes est comme personne n'en a vu auparavant. Je crois que c'est le travail de Dieu de juger, mon travail de défendre l'Amérique et de promouvoir les intérêts fondamentaux de la stabilité, de la prospérité et de la paix. C'est ce que je veux vraiment faire. Je n'hésiterai jamais à utiliser la puissance américaine si c'est nécessaire pour défendre les États-Unis ou pour aider à défendre nos alliés. Et il n'y aura aucune pitié pour tout ennemi qui essaie de nous faire du mal ou à eux. Nous n'aurons aucune pitié. Ils comprennent ça. C'est pourquoi j'ai eu de la chance. Beaucoup de gens pensent, vous savez, ils cherchent à se battre. Ils cherchent à se battre et les choses se règlent. C'est incroyable quand ils pensent vraiment que vous le pensez. Mais nous le pensons. Nous avons la meilleure armée, l'armée la plus forte que toutes. Personne n'est même proche. Nous avons les meilleures armes au monde, mais nous ne voulons pas les utiliser. Si vous menacez l'Amérique ou nos partenaires, cependant, alors vous serez confrontés à une force écrasante et une puissance dévastatrice. Nous avons des choses dont vous ne savez même pas. Vous n'en entendez pas parler, et si vous en entendiez parler, vous diriez « Waouh !» Ces dernières semaines, suite à des attaques répétées sur des navires américains et la liberté de navigation en mer Rouge, l'armée américaine a lancé plus de 1100 frappes sur les Houthis au Yémen. En conséquence, les Houthis ont accepté d'arrêter. Ils ont dit « Nous ne voulons plus de ça ». C'est la première fois que vous entendez ça d'eux aussi. Ils sont durs. Ce sont des combattants, mais il y a quelques jours, on nous a demandé de cesser de cibler les navires commerciaux. Ils n'allaient plus cibler les navires commerciaux de quelque manière que ce soit, tout ce qui est américain. Et ils étaient très heureux que nous ayons arrêté. Mais nous avons eu 52 jours de tonnerre et d'éclairs comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Ce fut une utilisation rapide, féroce, décisive et extrêmement réussie de la force militaire. Pas que nous voulions le faire, mais ils tiraient sur des navires. Ils tiraient sur vous. Ils tiraient sur l'Arabie Saoudite. Nous ne voulons pas qu'ils tirent sur l'Arabie Saoudite. C'est bon. Donc, nous les avons frappés fort. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Et ensuite, nous sommes partis. Depuis le 20 janvier, l'armée américaine a éliminé 83 leaders terroristes opérant en Irak, en Syrie et en Somalie, y compris le numéro 2 mondial de l'ISIS. Vous en avez entendu parler récemment. Avec l'aide du Pakistan, nous avons appréhendé les terroristes de l'ISIS responsables de l'attaque contre 13 militaires américains à Kaboul, cet horrible désastre pendant le retrait d'Afghanistan. Vous savez, c'est une autre chose à laquelle nous ne pensons même plus tellement. 13 sont morts, mais 42 ont été gravement blessés. Mais des centaines de personnes sont mortes au total, car je compte les gens de l'autre côté. Des centaines de personnes grossièrement incompétentes. C'est probablement pourquoi Poutine a décidé d'entrer en Ukraine. Quelque chose qu'il n'aurait jamais fait si j'étais président, mais nous n'aurions pas eu les problèmes du 7 octobre si j'étais président, nous n'aurions pas eu l'Ukraine-Russie si j'étais président, nous n'aurions pas eu Kaboul, car il n'y aurait eu aucune raison, nous partions. Mais nous partions avec dignité, force et puissance. Mais la manière dont ils sont partis n'était pas bonne. Je pense que c'était le moment le plus embarrassant de l'histoire de
notre pays. Et nous avons travaillé sans relâche pour ramener tous les otages détenus par le Hamas. Nous en avons déjà ramené beaucoup, mais nous en ramenons d'autres. Ce week-end, nous avons réussi à négocier la libération du dernier otage américain, Edan Alexander. C'est arrivé il y a quelques heures et nous continuons à travailler pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. C'est une chose horrible qui se passe. Tous les peuples civilisés doivent condamner les atrocités du 7 octobre contre Israël qui n'auraient jamais eu lieu, encore une fois, si vous aviez probablement un président différent, mais certainement si j'étais président. Le peuple de Gaza mérite un avenir bien meilleur. Mais cela ne se produira pas tant que leurs dirigeants choisiront d'enlever, de torturer et de cibler des hommes, des femmes et des enfants innocents à des fins politiques. La manière dont ces gens sont traités à Gaza, il n'y a pas un endroit au monde où les gens sont si maltraités. C'est horrible. Après des années de souffrance, deux des nations les plus ravagées par le terrorisme commencent enfin à mettre fin à leur long cauchemar sous la nouvelle génération de leaders au Liban, où un ami à moi vient de devenir ambassadeur. Il va être formidable. J'ai dit, vous savez, ça pourrait être un travail très dangereux. Il a dit, j'y suis né, je suis libanais, j'aime ce pays. J'ai dit, mais c'est très dangereux. Vous savez, c'est un ami à moi de New York. J'ai dit, mais c'est très dangereux. Es-tu sûr de vouloir le faire? Je ne l'ai jamais considéré comme un guerrier, mais il en est un. Il aime son pays. Il a dit, si je suis blessé ou si je meurs pour un pays que j'aime. Il a grandi là-bas. C'est horrible ce qui s'est passé au Liban, mais vous avez un grand ambassadeur. Je peux vous le dire. Au Liban, qui a été victime sans fin du Hezbollah et de son sponsor, l'Iran, un nouveau président et un premier ministre apportent la première véritable chance depuis des décennies pour un partenariat plus productif avec les États-Unis. Et nous allons travailler avec leur nouvel ambassadeur et tout le monde, Marco, et nous allons voir si nous pouvons vraiment les aider et les laisser surmonter cet obstacle très élevé qu'ils vont devoir franchir. Mon administration est prête à aider le Liban à créer un avenir de développement économique et de paix avec ses voisins. Ils ont des gens formidables au Liban, des médecins, des avocats, de grands professionnels. Je l'entends si souvent. De même, en Syrie, qui a vu tant de misère et de morts, il y a un nouveau gouvernement qui, espérons-le, réussira à stabiliser le pays et à maintenir la paix. C'est ce que nous voulons voir en Syrie. Ils ont eu leur part de tragédies, de guerres, de tueries pendant de nombreuses années. C'est pourquoi mon administration a déjà pris les premières mesures pour rétablir des relations normales entre les États-Unis et la Syrie pour la première fois en plus d'une décennie. Et je suis très heureux d'annoncer que le secrétaire Marco Rubio rencontrera le nouveau ministre des Affaires étrangères syrien en Turquie plus tard cette semaine. Et très important, après avoir discuté de la situation en Syrie avec le prince héritier, votre prince héritier, et aussi avec le président Erdogan de Turquie qui m'a appelé l'autre jour et m'a demandé une chose très similaire parmi d'autres, et des amis à moi, des gens pour qui j'ai beaucoup de respect au Moyen-Orient, je vais ordonner la cessation des sanctions contre la Syrie afin de leur donner une chance de grandeur. Applaudissements. Oh, ce que je fais pour le prince héritier. Les sanctions étaient brutales et paralysantes et ont servi une fonction importante à l'époque. Mais maintenant, c'est leur moment de briller. C'est leur moment de briller. Nous les supprimons toutes et je pense qu'ils vont avoir, d'après les gens, l'esprit et tout ce que j'entends, quelque chose de très spécial comme ils l'ont fait franchement en Arabie Saoudite. D'accord? Ils vont montrer quelque chose de spécial. Très bonne personne. Partout où nous le pouvons, mon administration poursuit un engagement pacifique, offrant une main forte et stable d'amitié à tous ceux qui la prendront de bonne foi. Ensemble, nous avons fait des progrès sans précédent et des avancées formidables. Et nous sommes encore au début du jour nouveau et lumineux qui attend les peuples du Moyen-Orient, les grands peuples du Moyen-Orient. Si les nations responsables de cette région saisissent ce moment, mettent de côté leurs différences et se concentrent sur les intérêts qui les unissent, alors toute l'humanité sera bientôt émerveillée par ce qu'elle verra ici même, dans ce centre géographique du monde. C'est vraiment le cas. C'est comme un centre du monde et le cœur spirituel de ses plus grandes confessions. Pour la première fois en 1000 ans, le monde regardera cette région non pas comme un lieu de troubles, de conflits, de guerres et de morts, mais comme une terre d'opportunités et d'espoir, tout comme vous l'avez fait ici, un carrefour culturel et commercial de la planète. La sécurité et la stabilité élèveront des millions de personnes vers des vies de sécurité et de succès, et les nations de cette région seront libres de réaliser leur plus haute destinée, d'honorer leurs histoires fières, de saisir des opportunités nouvelles et incroyables, et d'apporter une gloire incroyable à Dieu Tout-Puissant. Les gens viendront du monde entier pour être inspirés par les villes que vous construisez, les entreprises que vous créez, les technologies
technologie que vous inventez et la beauté, le talent et le potentiel que vous libérez au cœur de vos citoyens. Chacun de vous pourra être extrêmement fier de l'héritage que vous laisserez à vos enfants, car vous leur aurez donné les bénédictions ultimes de la prospérité et de la paix, tellement important aux États-Unis. Nous avons lancé l'âge d'or de l'Amérique. C'est l'âge d'or, nous le voyons avec tout cet argent. Des trillions et des trillions de dollars qui affluent, des centaines de milliers d'emplois qui arrivent avec. Et avec l'aide des peuples du Moyen-Orient et des gens dans cette salle, des partenaires à travers la région, l'âge d'or du Moyen-Orient peut avancer à nos côtés. Nous travaillerons ensemble, nous serons ensemble, nous réussirons ensemble, nous gagnerons ensemble, et nous serons toujours, applaudissements, amis. Merci. Donc, Mohamed, je veux te remercier encore beaucoup de m'avoir reçu et en tant que représentant de ce que je pense être la plus grande nation du monde, nous sommes avec vous jusqu'au bout et vous avez un avenir formidable. Merci beaucoup. Et s'il te plaît, transmets mes respects à ton père. Merci beaucoup. Merci. And please pay my respects to your father. Thank you very much. Thank you.